Expliquez-nous, exprimez-vous. Expliquez-nous, exprimez-vous. Magazine socio-culturel de la RTNC2 Radio de Développement avec Didier Anzemba à la partie technique, à la production et présentation. C'est la NASA Eton Pengui Kungu. Numéro de contact 081 58 39 557 ou 089 89 38 275. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, professeur des universités et président des FOMINIC. Avec cet économiste et cet expert en questions financières, nous allons parler des réflexions du professeur Nico Omeyonga sur les questions de la vie nationale. Bonjour professeur Nico Omeyonga. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes un penseur, vous êtes un analyste, vous êtes un financier, vous êtes un économiste. La plus grande question en vue pour les Congolais maintenant, ce sont les élections. La CENI dit, il a tenu compte des erreurs du passé. Je crois qu'elle va s'améliorer et nous allons aux élections tout en tenant compte que la CENI reconnaît ses fautes et tout sera au mieux. Donc les élections sont là. Rendez-vous le 20 décembre 2023. Je vais rappeler une fois pour toutes que nous avons été dans ce pays depuis 60, regardez et réalisez le préambule de la Constitution qui dit clairement que depuis 60 à ce jour, on a ce qu'on appelle la crise de légitimité. Nous nous sommes retrouvés à Santi, en Afrique du Sud, et on a résolu, et pour mettre fin, un terme à la crise de légitimité, il faut la bonne tenue des élections. Mais laissez-moi vous dire que depuis 2006 à ce jour, on a pu organiser 3 cycles électoraux qui se sont soldés par un chaos, par un gâchis. Raison pour laquelle nous estimons que pour améliorer, pour qu'on ne revienne pas sur ce que nous avons connu par le passé, il était temps qu'on puisse faire de bonnes élections. Et les bonnes élections tiennent aussi à la bonne organisation des élections. Et la bonne organisation tient d'abord au départ à l'enregistrement des électeurs. Mais vous vous rappelez, vous êtes avec moi ici à Kinshasa, de la manière dont les élections, l'enrôlement s'est déroulé. C'était vraiment tout sauf un bon enrôlement. Les voix qui se sont levées de la société civile et des politiques pour qu'on puisse fiabiliser le processus électoral, c'est-à-dire fiabiliser les fichiers électoraux en ayant un audit indépendant. Mais la centrale électorale n'a pas écouté ces cris, cette interpellation. Et même les princes de l'église, catholiques et protestantes, sont venus à la rescousse pour proposer ce qu'ils ont appelé l'audit citoyen. Mais encore une fois, la centrale électorale, la CENI, a dit niet. Et pourtant, les élections, c'est quelque chose qui doit prendre en compte toutes les parties prenantes. Ce n'est pas une affaire d'un camp contre l'autre. Un arbitre doit être à l'écoute de tout le monde. Malheureusement, ici, la CENI n'écoute personne. C'est pourquoi moi j'estime, pour qu'il y ait réellement de bonnes élections, il faut qu'on mette un cadre de concertation, que les candidats qui sont déjà connus et d'autres structures de la société civile et la CENI qui puissent se retrouver pour discuter de comment on va organiser les élections. Parce que les élections doivent être comme une partie de football. Mais ce n'est qu'ici dans notre pays où quand il y a élection, c'est vraiment une menace. Le lendemain est incertain. Alors que partout ailleurs, quand on organise des élections, on sait que les meilleurs gagnent. Mais ici, les élections se font de manière à ce qu'on puisse déjà avoir les résultats avant d'organiser les élections. Donc on a quelqu'un pour qui on doit proclamer coûte que coûte. Une telle démarche n'augure pas de perspectives heureuses pour notre jeune démocratie, même pour notre pays. Mais quand la CENI, par son président, dit que nous avons tenu compte des erreurs, en fait, parmi ces erreurs, c'était aussi ne pas proclamer élus ceux qui étaient réellement élus. Alors, maintenant, ces inquiétudes-là existent. Nous sommes à quelques jours, les matériels sont en train d'arriver, la CENI se mobilise. Alors, quel candidat retenu, vous dites, avec la société civile, recentre la CENI pour optimaliser la confiance? C'est ce que vous demandez. Naturellement. Mais on ne peut pas espérer avoir des résultats différents si on reprend les mêmes méthodes. Et même, c'est pire que par le passé. On lui demande de publier, qu'on fasse l'affichage des listes pour que chacun de nous, vous et moi, personne ne sait si réellement son nom se trouve dans les fichiers. Et tenez, il y a beaucoup de compatriotes qui détiennent des cartes dont l'identité est complètement effacée, l'image, les photos. Et même, j'ai même des preuves, il y a des gens qui sont allés pour les duplicata. Quand on arrive,
pour solliciter les publicateurs, on dit qu'il n'y a aucune donnée. Et comme pour dire, c'est comme si on a recommencé encore de nouveau l'enregistrement des électeurs. Maintenant, qui nous dit que parmi les 44 millions d'électeurs qui sont déclarés sont réellement enregistrés, sont logés dans un fichier? Tout c'est ça, tous les problèmes. C'est que ces jours-là, au lieu qu'on assiste à l'élection, on va assister aux gens déjà. La contestation va commencer les jours des élections parce que beaucoup de nos compatriotes qui iront pour voter vont se voir déboutés parce que leurs noms ne sont pas repris sur les listes électorales. Voilà pourquoi il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut qu'il y ait un cadre de concertation pour qu'on sache réellement quelles sont les règles du jeu, comment nous y allons, parce que l'élection, on n'organise pas pour un cas, on organise pour tout le monde et que le meilleur gagne. Oui, professeur Omeyonga, en fait, le fait d'afficher les listes 3-4 mois avant, c'est dit dans la loi. Pourquoi la CENI doit résister et chercher à contourner ce qui est légal, ce qui a fait déjà la tradition des élections précédentes? C'est tout mon étonnement. Nous sommes le seul pays où n'importe qui peut violenter la loi sans qu'il ne subisse la rigueur de ce que prévoit la loi. On ne peut pas entretenir, ça c'est une sorte de banditisme, de délinquance par rapport à ce qui est prévu par la loi. Et la CENI et même son président n'est pas au-dessus de la loi. Je crois que nous sommes tous soumis sous l'autorité de la loi et donc la loi doit être respectée. Et moi je pense, étant arbitre, et c'est lui qui devrait prêcher par l'exemple, montrer réellement qu'il va faire différemment de ses prédécesseurs. Mais je note que la manière dont les choses s'organisent, nous allons assister à des contestations qui risquent de replonger encore ou maintenir ce pays parce que déjà le pays est déchiré avec des guerres partout. Et c'est comme si il est fait sciemment pour que ce que nous déplorons dans l'est du pays soit partout à travers le pays parce que les contestations électorales, aujourd'hui, le vaillant peuple congolais est résolu. Il ne voudrait pas qu'on puisse proclamer quelqu'un d'autre qui n'a pas été élu. Aujourd'hui, plus que jamais, la vérité des urnes est devenu un leitmotiv pour les Congolais en général et pour les Kinois en particulier. C'est le gaz même de la confiance parce qu'on ne peut pas se dire président quand quelqu'un d'autre dit il faut la vérité de la vie. Donc il faut être réellement élu pour être proclamé et cela sécurise les uns et les autres. Donc la CENI doit s'en tenir à ça. C'est un des objectifs majeurs des bonnes élections. C'est ça. Je crois M. Kadima nous a présenté comme expert électoral. Je crois qu'il sait comment les élections se passent partout à travers le monde et même à travers l'Afrique. Donc il ne peut pas pour ne pas admettre qu'il y ait ce cas de concertation. Moi, en tant qu'élite du haut savoir, je pense qu'il est temps que M. Kadima écoute, choisisse la voie de la raison pour que finalement que ce cas de concertation est lié et pour qu'on définisse les règles du jeu et pour qu'on sache comment les élections vont s'organiser pour éviter le chaos parce que ce peuple a souffert depuis l'indépendance. On n'en veut plus encore une minute encore de souffrance et surtout de morts parce que encore que nous continuons à pleurer nos compatriotes qui sont fauchés chaque jour, chaque minute dans l'est du pays. Nous ne voudrions pas encore que l'organisation de la CENI et l'organisation des élections soit aussi encore un élément déclencheur pour des tueries à travers le pays. Oui, et ces élections doivent être bien organisées, chacun doit se promener librement. Donc il faut arrêter tous ces gens qui pensent qu'ils sont des petits rois, ils peuvent interdire et décréter des mesures ou des décisions. Un gouverneur ne peut pas dire chez moi personne ne vient, il n'y a qu'un tel. Ça c'est déjà pousser les gens à la rébellion ou même à la révolte. Et c'est l'occasion maintenant d'interpeller son chef hiérarchique, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Moi je pense qu'on n'a pas, et même le procureur général de la République devrait s'en saisir en tant que ministère public et interpeller un gouverneur n'est pas au-dessus de la loi. Il ne peut pas se comporter à potentat et estimer que dans l'espace où il n'est qu'un simple mandataire, interdire que d'autres acteurs politiques ne peuvent pas venir au motif que son espace est réservé seulement à une personne. Ça, on est où là? Est-ce que nous voulons encore réexhumer les démons de division, les démons d'ostracisme, les démons de dictature, alors que nous savons que depuis près maintenant de 3 décennies que nous nous battons pour la restauration d'une véritable démocratie pluraliste. Donc on ne peut pas admettre qu'un gouverneur puisse prendre les kilos pour interdire allègrement tous les autres candidats qui ne partagent pas sa vision, qui ne partagent pas son opinion. Moi je pense qu'il est temps qu'on puisse interpeller vite ces gouverneurs et les
mettre sous l'autorité de la loi et être sévèrement sanctionné, sera un signal fort pour d'autres gouverneurs qui tenteraient d'emboîter les pas. Donc, pendant les processus électoraux, la liberté de circulation de tous les citoyens, de tous les candidats, tous les Congolais doivent aller là où ils veulent et n'importe où, sans restriction ethniciste ou bien des volontés de puissance. Pas ça, donc la liberté est garantie pour tous. Sinon, nous sommes en train d'aller vers les murs, ça va créer l'ethnicisme, chacun peut interdire tout le monde dans son espace et plus personne ne va se promener. Donc il faut frapper sur ça durement. Très fort, et je dirais même, ce n'est même pas seulement pendant la période électorale. La liberté doit être la règle. Chaque Congolais est libre de s'installer, d'aller où il veut, et il n'y a pas un super Congolais qui puisse interdire les autres d'aller là où ils veulent. Non, je pense qu'il faut que ce soit la règle et que tout le monde les comprenne de la bonne manière. Donc il n'y a personne né au-dessus de la loi. Donc nous devons respecter, si nous voulons réellement un état de droit, l'esprit de droit passe par le respect d'abord des règles établies, par des lois établies, et personne ne peut aller à contre de ce qui prescrit la Constitution, de ce qui prescrit la loi. Donc la liberté doit être la règle pour tous les Congolais, d'où qu'ils se trouvent, qui qu'ils soient, nous sommes égaux devant la loi et on est chez nous. Le Congolais est libre d'aller partout où il préfère ériger son domicile ou sa résidence. Ce serait malheureux qu'il y ait des Congolais et des gouverneurs qui encore soient guidés par l'instinct grégaire et ils considèrent que là où il est, c'est sa province et que personne d'autre qui ne soit pas de sa province peut venir. Et là, je crois qu'il s'est trompé, et il s'est trompé lamentablement et personne ne va suivre cela. Mais au-delà de ce que personne ne va obéir à ces mots d'ordre, il doit être interpellé et être sanctionné sévèrement pour donner un signal fort à tous ces potentats qui l'attendent, qui se cachent et qui attendraient le moment venu pour s'exprimer comme il l'a fait publiquement. Alors, professeur Omeyonga, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, nous sommes en train d'aller timidement vers la campagne électorale et vers ces élections de 20 décembre 2023. Oui, vous savez, prof Omeyonga, je suis optimiste de nature, mais pour cette question précise, si le cas de concertation tel que je l'exige ne s'organise pas, je parie avec vous que si nous y allons dans les conditions actuelles, nous allons aux élections. Ces élections-là, ce serait vraiment un prélude de contestation, mais aussi de chaos dans le pays. Et moi, je pense qu'on a besoin de préserver encore la petite vie qui nous reste et privilégier l'intérêt général, parce que dans tous les cas, on est président pour qui, on est ministre pour qui, on est député pour qui. Sinon, si on est président pour gérer les hommes, on ne peut pas créer des conditions pour faucher encore ces hommes. Donc on peut épargner les peuples congolais des désastres qui se pointent à l'horizon si on n'arrive pas à nous retrouver pour discuter de comment organiser les élections. Moi je pense que c'est vrai, la tenue des élections est constitutionnelle, mais nous avons quand même un précédent. En 2016, on s'est retrouvés, il y a eu une concertation et après on a organisé les élections par la suite. Je crois que le problème c'est quand la classe politique se retrouve, la classe politique, la société civile, et pour définir les règles du jeu, les quelques mois que cela peut prendre pour qu'il y ait de bonnes élections, moi je pense qu'on ne violerait pas autant la loi. Du reste, ce qui a été fait en 2016 peut nous servir de leçon. On peut toujours se retrouver. La démocratie, on doit avoir les critères de dialogue, de discussion. Donc les grandes questions doivent être débattues avant pour éviter que nous courions derrière les conséquences. Moi je pense, parce que nous voulons qu'il y ait de bonnes élections. Nous voulons qu'il y ait des institutions crédibles, en lieu et place des institutions bancaires. Nous voulons que les gens qui sortiraient de ces élections soient des gens qui ont été réellement élus par le peuple congolais. Moi je pense, assainissons ces cadres, balisons les chemins pour une bonne tenue des élections, de manière à ce que celui qui sera élu soit revêtu de toute légitimité et qui sera soutenu par l'ensemble de la population, parce que la population va se reconnaître dans sa vision et dans sa gouvernance. Sinon, nous risquons de faire le surplace et on n'aura pas fait avancer notre jeune démocratie, alors que nous avons tous, on s'est battu, vous vous rappelez, ce pays a été divisé à un moment où on avait des républicains, chaque chef de guerre avec sa républicaine, mais on s'est retrouvé par la vertu du dialogue à Sun City, un dialogue entre Congolais qui nous a permis de mettre des institutions qui ont élaboré la constitution qui nous régit actuellement. Et ce pacte des républicains, on ne peut pas l'effacer, on
ne peut pas les fragiliser au motif des intérêts égoïstes des uns et des autres. Moi, je pense qu'il est temps, on n'a rien perdu jusque-là, de nous retrouver pour un cas de concertation et organiser les bonnes élections. Je crois que cela va profiter à tout le monde. Mais sinon, si on fait fi, et comme on est habitué à gérer par défi, si on passe outre ces cris d'interpellation, cette voie de la raison, je parie que ces élections-là ne vont changer pas grand-chose, sinon pour maintenir le pays. C'est la vie de la population, c'est la stabilité. Ces élections doivent finalement garantir cette stabilité et le bien-être de la vie, le bien-être national, le bien-être de la population. Nous sommes là en 2006, 2011, 2016, en fait 2016 qui nous a amené à 2018. Aujourd'hui, le dollar est toujours en train d'évoluer. En tant qu'économiste, comment analysez-vous cette fluctuation de la monnaie nationale qui impacte sérieusement sur la vie de la population nationale? C'est clair, parce qu'il faut se dire une chose une fois pour toutes, la monnaie c'est le reflet de la production. C'est quoi la monnaie pour faire simple? La monnaie, c'est comme un cultivateur. Un cultivateur qui a réussi à produire 100 sacs de maïs. Parce qu'il ne peut pas venir avec ces 100 sacs de maïs pour échanger contre les autres biens. On lui donne la valeur de ces 100 sacs de maïs qui est symbolisée par la monnaie. Donc la vraie monnaie, elle doit être soutenue par la production. Mais dans un pays comme le nôtre, où la production est quasi inexistante, sinon peut-être au stade embryonnaire, nous sommes une économie rentière, nous vivons de la rente. Tant qu'il n'y a pas une production en amont qui puisse soutenir notre économie et notre monnaie, mais la monnaie va toujours continuer à se déprécier, et comme c'est le cas. Encore, vous devez savoir que la monnaie, c'est aussi un bien, comme tout autre bien. À cette différence qui est la monnaie, le franc congolais, est un bien qui nous permet d'acquérir d'autres biens. Or, la théorie classique, plus on a, moins ça coûte. Quand on a plus de monnaie, plus de signes monétaires qui n'ont aucun soubassement productif, mais plus on a, moins ça coûte. Donc c'est ainsi qu'au jour le jour, cette monnaie qui est plus alimentée par la planche à billets, par le financement monétaire, et donc fait qu'on a plus de signes monétaires, des masses monétaires en francs congolais disproportionnées par rapport au dollar, et cela fait que cette monnaie se déprécie au jour le jour. Et en plus de cela, mais il faut noter, parce que la monnaie ici se déprécie par rapport à l'inflation. Mais l'inflation aussi, au-delà de l'inflation qui est dictée par le financement monétaire, il y a l'inflation importée. Nous sommes une économie extravertie, c'est-à-dire essentiellement dépendante de l'extérieur. Mais s'il y a récession à l'extérieur, Union européenne, la Chine qui est notre premier partenaire commercial en tant que pays, mais le premier partenaire commercial c'est l'Union européenne, tous ces pays-là. Mais comme pays, c'est la Chine qui est notre partenaire. S'il y a des petits soucis là-bas, la guerre en Ukraine, maintenant à Proche-Orient, il y a ce qui, toute cette guerre-là fait en sorte que ça crée la récession au niveau de nos partenaires et donc ça alimente un peu les tensions inflationnistes qui se déportent sur la monnaie. C'est la monnaie ici chez nous, parce que quand il y a inflation, donc le pouvoir d'achat de la monnaie du franc congolais se perd, et puis par rapport à la devise étrangère, le dollar qui est stable, c'est ce qui peut avoir des répercussions fâcheuses, et c'est nous, les consommateurs, les ménages, qui en faisons les frais. Professeur Omeyonga, nous avons cité l'exemple d'$1 à 900 francs, ça fait 4 et 5, presque tout un mandat. Nous avions toujours les mêmes coltans, nous avions toujours le même uranium, nous avions toujours le même cuivre, mais aujourd'hui nous avons les mêmes produits. Donc notre monnaie va continuer à se dévaluer jusqu'à $1 à 400, à 500. Il n'y a pas à avoir à long terme des mesures de maîtrise de cette dévaluation, de cette inflation. Mais le problème aussi, c'est un problème de l'indiscipline des finances publiques. Comment nous nous comportons par rapport à notre budget? Est-ce qu'il y a de l'orthodoxie financière? Il n'y en a pas. Et comment est-ce que les autorités monétaires, comment est-ce que les autorités politiques, comment ils agissent, comment ils réglementent cette question? Quand on fait preuve de la délinquance financière, il ne faut pas vous attendre à l'affermissement du franc congolais. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là aussi. Comment est-ce que nous gérons notre budget depuis 5 ans ou depuis 10 ans, même 20 ans? Comment nous le gérons? Mais si nous excellons dans des dépenses plus de consommation, dépenses de souveraineté, au lieu d'orienter le gros de nos moyens dans les dépenses d'investissement secteur productif, mais cela a comme conséquence, si les gens dans un pays où nous sommes un pays
pays sous-pauvres, où il y a des gens qui peuvent chaque mois se taper 21 000 $, 30 000 $, pendant que les gros de la population, des fonctionnaires, touchent moins de 100 $, il y a un problème. Donc, est-ce qu'on réduit le train de vie des institutions? Parce qu'il ne suffit pas seulement de clamer comme un poème que nous devons réduire. Combien de fois, ça c'est peut-être plus d'une fois, je vous ai dit qu'il faut réduire le train des institutions. Et la première mesure qu'on devrait prendre depuis, parce que pour le moment, ça ne sert à rien, c'est réduire la taille des gouvernements. On n'a pas fait. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Vous savez comment les politiques, c'est tous les ministres, tous les mandataires sont des candidats députés. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont mettre de la rigueur dans la gestion? Bien au contraire, ils vont ponctionner les peu de moyens qui sont mis à leur disposition pour la campagne. Et là, ça perturbe un peu les finances publiques parce que tous les ministres là, il n'y a personne qui a encore le cœur à l'ouvrage et qui voit que non, d'abord la République, non. Tous les ministres, ce sont des chefs de partis politiques, ils doivent financer, ils ont payé les frais de dépôt, de candidature, mais il faut, parce que les dépenses électorales sont énormes. Et si les gens, il n'y a que les gens de l'opposition, de la résistance, qui en font les frais parce qu'ils doivent eux-mêmes supporter leur campagne. Mais ceux qui sont au pouvoir, mais ils puisent dans la caisse de l'État. Et cela perturbe un peu la stabilité monétaire. Alors, professeur Omeyonga, économiste et financier, nous avons tous les jours, chaque année, des budgets qu'on vote et le nôtre est en train de stagner, ça fait 2 ans après, à 16 milliards de dollars. Et les redditions des comptes sont toujours acceptées malgré les critiques. Alors, la rigueur fait problème au niveau des parlementaires ou au niveau du gouvernement? Les deux à la fois. Je vous ai toujours dit que la volonté politique ou la responsabilité politique est souveraine. Au niveau, pourquoi la responsabilité est à tous les niveaux? Regardez d'abord le Parlement qui est en place. Ce Parlement-là, on sait sa configuration après les élections. Et comment il est aujourd'hui? Nous sommes l'un des rares pays où on voit que la majorité parlementaire peut basculer en cours de mandat pour une législature. Or, nous savons que pour qu'il y ait changement de majorité parlementaire, c'est cas. Donc, tous ces gens-là, ils sont sous les mamelles du pouvoir. C'est-à-dire, ils ne sont pas véritablement des parlementaires. C'est une caisse de résonance parce qu'ils sont des salariés du gouvernement. C'est-à-dire, ils font tout est dicté et ils ne font qu'entériner. Mais la grande majorité des parlementaires sont là d'abord pour leurs propres comptes, pour leurs propres ventes et qu'ils n'ont pas le courage de faire les contrôles par rapport au budget qu'ils votent, par rapport aux lois qu'ils votent et au gouvernement. Ceux qui nous dirigent, ont-ils la vision de la République? J'en doute. Quand les gens arrivent au pouvoir, ils n'arrivent pas pour faire changer les choses. Ils viennent pour changer leur mode de vie, changer leurs conditions de vie et pas pour le plus grand nombre de Congolais. C'est tout ça le problème. Quelle est la vision de l'État? Et nous avons plus de politiciens que des hommes d'État. Et maintenant, comme nous approchons des élections, donc tous ces politiciens, ils tiennent à leur survie politique. Mais pour qu'ils survivent politiquement, ils doivent mobiliser suffisamment de moyens de l'État, malheureusement, pour obtenir par des moyens peu recommandables l'électorat, leur élection, pour qu'ils reviennent encore. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont se retrouver au chômage. Nous sommes l'un des rares pays où les gens considèrent que la politique n'est pas un service comme partout ailleurs, mais la politique devient pour nous un site de prédation, un site d'enrichissement illicite et sans cause. C'est ça tous les problèmes. Alors qu'ailleurs, quand les gens viennent au pouvoir, ils maigrissent parce que le poids de la responsabilité. Mais ici, quand on vient au pouvoir, c'est pour encore se faire une peau neuve et pour se faire encore de la santé. Et ça, c'est dommage. Et pour qu'on n'arrive pas à avoir toujours ce genre de politique ailleurs, je pense qu'il y a aussi la responsabilité de la population. Il faut un engagement citoyen. Il faut que la population considère plus que jamais que les gens qui nous dirigent ne sont pas nos patrons, ce sont des serviteurs. Un ministre, ça signifie serviteur. Mais ici, on a inversé les choses. Nous avons transformé nos droits en faveur. Et chaque fois qu'un droit est accompli, on dit que non. Ah, vraiment, que Dieu bénisse le chef, il nous a honorés. Non, non. Il ne le fait pas par son propre gré ou son bon vouloir, mais il le fait parce qu'il doit le faire, il est tenu à ses obligations et les obligations régaliennes. C'est ça et aussi, il faut que la population comprenne qui doit être dirigeant depuis la Grèce antique. Je dirais mieux, Égypte antique.
il n'y a que les meilleurs qui font de la politique. Donc ça doit être les mêmes pour nous. Il faut que les meilleurs d'entre nous qui doivent présider à la destinée collective. Mais si nous continuons à prendre des barbares, des gens qui en réalité sont des marginaux sociaux, qui devraient être pris en charge par l'élite. Mais aujourd'hui, quel type d'élite que nous avons? L'élite qui est là, c'est une élite prédatrice. Une élite qui ne comprenne pas les enjeux, qui ne voit pas d'abord l'intérêt de la République, mais qui tient compte de ses propres intérêts. Et ces gens-là, et c'est comme ça que les gens viennent. Chancellor Kopamba étant la devise désormais dans ces pays, alors tout le monde vient, qui en principe leur place est en prison, mais ce sont ceux-là qui sont à la tête des institutions du pays. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent mieux? Sinon, c'est la coulée douce parce qu'ils n'ont pas la culture de redevabilité, ils ne peuvent pas faire la reddition des comptes parce qu'ils considèrent que quand on est chef, on est responsable, on ne doit rien à qui que ce soit parce qu'on l'est devenu par ses propres moyens. Pourquoi? Parce que les gens qui deviennent députés, ils ne deviennent pas par la volonté populaire, ils deviennent à coup d'argent. Donc quand il a acheté son siège, quand il a été nommé parce qu'il est client politique, donc il a des comptes à rendre à celui qui l'a nommé qu'à celui qui devrait en principe l'élire. Parce que comment ça se passe les élections? Si les 500 députés, généralement c'est peut-être 100 députés qui sont réellement élus. Les autres là, ils sont nommés, ils sont les fruits de la nomination et des arrangements politiques. On doit combattre tout cela. Alors, avec la fluctuation du marché, la première conséquence, c'est le pouvoir d'achat du petit peuple qui souffre. Donc aujourd'hui, chez nous, il y a toujours des évaluations. On ne sait pas à quoi s'en tenir. On ne peut pas faire des provisions à long terme parce que les 100 000 que tu as gardés aujourd'hui, tu ne sauras pas les avoir demain à la même valeur. Comment concilier la bonne politique? La fluctuation est là, mais tenir aussi compte du pouvoir d'achat. Professeur Nico Meyonga, vous êtes économiste, vous êtes financier, que chez nous, les recettes de l'État, malgré la fluctuation, sont aussi perçues presque autour du jour. Et pourquoi les avantages de la population sont autour des 90, des 92, des 1600. Et il faut changer de paradigme. Donc on ne peut pas accepter, obliger les gens à payer au taux du jour et qu'ils soient rémunérés au taux d'il y a 5 ans ou 10 ans. Non, je crois qu'il faut indexer. Il faut qu'il y ait l'indexation salariale. C'est-à-dire qu'il faut que les salaires ou la rémunération des fonctionnaires tiennent compte du pouvoir d'achat. Donc, doit être, parce que nous sommes dans un pays où les francs comme les dollars ont cours légal dans notre pays. Donc, il faut que la rémunération soit fixée en dollars. Et donc, si on va payer quelqu'un, on peut lui payer en francs congolais, mais au taux du jour. Ainsi, ça pourra, tant soit peu, préserver les pouvoirs d'achat. Mais si des montants, vous me parlez, la petite prime des profs qui avait été fixée à, c'est pas presque des décennies, à $2 000, mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'aucun professeur ne touche ces $2 000, c'est toujours autour de $1 300. Pourquoi? Parce que il y a cette érosion monétaire, cette perte de pouvoir d'achat. Mais si on devrait payer tout le monde en dollars, ou sinon à l'équivalent du dollar, je crois les ménages qui, chaque fois qu'il y a inflation, ceux qui sont les plus victimes, ce sont les ménages. Parce que leurs taux, ils sont payés en francs congolais qui ne tiennent pas compte de l'évolution ou des fluctuations monétaires. Et là, nous assistons à ce que nous déplorons aujourd'hui. Donc le pouvoir d'achat est quasi inexistant. Pourquoi? Parce qu'il est érodé par l'érosion monétaire. Est-ce que ceux qui nous dirigent l'ignorent ou bien ils le font exprès? Non, ils le font exprès parce qu'ils ne sentent pas la pression de la population. Parce que, vous savez, les responsables n'agissent pas toujours par leur propre gré. Il faut les mettre sous pression. Surtout quand nous avons des responsables inconscients, ils ne peuvent pas d'eux-mêmes estimer que non, il faut aménager le quotidien des Congolais. Mais il faut que les Congolais se réveillent, se prennent en charge et revendiquent ce qui leur revient de droit. Ainsi, les dirigeants seront tenus à faire la volonté populaire. Mais dès lors que les dirigeants ne sentent pas la pression, la revendication, l'engagement citoyen, ces dirigeants-là vont se complaire parce qu'ils n'ont de comptes à rendre à personne. Professeur, est-ce que ça ne peut pas être une décision d'État de dire que non, nous tous, nous payons, moi, président, vous, ministre, vous, député, je vous donne en dollars, je décide aujourd'hui, ou nous décidons tous que tous les Congolais vivent comme nous vivons. Ça peut pas être une décision politique. Pour avoir une décision politique, il faut avoir une vision politique. Mais ceux qui arrivent au pouvoir, est-ce qu'ils viennent avec la volonté de servir ou de se servir? C'est ça tous les problèmes. Et aujourd'hui, je crois que on a abordé la question, le problème des
programme. Dans tous les pays du monde, les dirigeants, principalement les présidents de la République, ils sont élus sur base d'un programme. Et les programmes, vous déclinez les actes. Qu'est-ce que vous comptez faire d'ici 5 prochaines années? Et c'est sur base de ce programme que les Congolais, que l'électeur va se dire non, par rapport à tel programme, moi je préfère celui-ci parce que dans celui-ci, et il faut s'en tenir aux engagements. Mais nous sommes l'un des rares pays, ça c'est la caractéristique des pays africains, où les gens peuvent venir avec des promesses. Ils peuvent promettre, mais quand il est en action, rien n'est tenu. Il oublie. Mais les peuples aussi oublient. C'est ça le problème. Parce qu'il faut qu'il y ait les peuples, il faut tirer de la torpeur les peuples. Donc c'est pourquoi, quand nous organisons ces émissions ici, c'est pour éveiller la conscience du peuple, de manière à ce que les peuples comprennent que c'est lui le véritable propriétaire. Et les gens qui sont au pouvoir ne sont que des gérants. Donc nous sommes l'un des rares pays où le propriétaire est soumis au dictat du gérant. Un président de la République, un ministre, un mandataire ne sont que des simples gérants. Celui qui détient le pouvoir, celui qui détient, c'est le peuple qui, parce qu'on est dans une démocratie représentative, comme on ne peut pas tous 120 millions de Congolais gérer ensemble, nous transférons, on délègue les pouvoirs pour un moment bien déterminé et de manière à ce qu'ils gèrent. Mais s'ils n'arrivent pas à bien gérer, il faut les sanctionner. C'est ça les sanctions. Et il faut la critique de la sanction. C'est ça les moments favorables pour sanctionner tous ces dirigeants indélicats et placer à l'institution du pays des véritables technopolitiques. Les technopolitiques, ce sont les gens qui allient et l'éthique et l'expertise. Mais très souvent dans notre pays, tu peux voir quelqu'un, il est de bonne moralité, mais il n'a pas l'expertise. Ou l'autre, la plupart des cas, il a une bonne expertise, mais il n'a pas d'éthique. Or, la politique, c'est les deux à la fois, et l'éthique et l'expertise. Parce que tu peux être de bonne moralité, mais si tu n'as pas la compétence requise, tu ne peux pas faire ce qui doit améliorer les conditions de vie de la population. Donc, on a besoin des gens, pas des gens qui viennent avec des solutions approximatives, mais nous voulons des gens qui sont politiquement aguerris, intellectuellement élevés et moralement intègres. Voilà la caractéristique du prochain président de la République. Si vous voulez porter le robot du président de la République de demain, ça doit être un homme moralement intègre, intellectuellement élevé et politiquement aguerri. Comme ça, il peut faire des choses. Parce que quelqu'un qui est caractérisé par la déchéance morale, il viendra par la démagogie, par la ruse. Et une fois qu'il a, il se rétracte et il n'a pas de compte à rendre. De compte à personne. Mais quelqu'un qui est intègre, qui est moral, qui a le sens de la parole, le sens de l'honneur, une fois qu'il arrive au pouvoir, il va faire en sorte qu'il tienne les promesses. La promesse, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez nous promettre. Tous les candidats doivent nous promettre et nous devons passer au peigne fin leur programme pour voir ce qu'ils sont capables. Mais au-delà du programme, il y a ce qu'on appelle l'équation personnelle. La personne elle-même. Comme on dit, il y a les bilans et les langues. Bon, c'est vrai que c'est de l'opposition, on ne peut pas leur demander les bilans. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils ont les bilans. Les bilans à présenter. Si déjà vous avez été dans les affaires, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui nous garantit que demain vous allez faire mieux que ce que vous avez pu? Donc, voilà des critères qui permettent au bon choix, au bon casting, que nous ayons cet oiseau rare, mais qui doit être quelqu'un qui a le sens de la parole, qui doit être un homme d'État. Il ne doit pas avoir l'état d'âme, mais il doit avoir l'âme de l'État. Donc il doit d'abord privilégier l'État avant de voir ses propres intérêts ou les intérêts partisans ou politiciens. Voilà le type d'hommes. On n'est pas encore en campagne. Certains qui commencent déjà à présenter leur programme. Il faut peut-être un jour, on peut organiser des émissions élaborées et comme ça on va passer un programme et on va montrer les limites, les failles, les points forts et aussi au-delà des programmes, voir aussi la personne elle-même. Parce que l'élection du président de la République, c'est un homme avec son peuple. Et on peut voir, est-ce qu'il est capable lui-même? Est-ce qu'il ne va pas encore se réfugier derrière un groupe de gens ou un groupe, c'est pas un regroupement politique, mais lui-même en tant qu'individu, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il a fait par le passé, dans les privés comme dans l'État? Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Est-ce qu'on n'a plus besoin de stagiaires au sommet de l'État? Nous voulons des gens qui réellement, par le passé, ont démontré les preuves. Et je demande aux Congolais
de regarder que nous bannissons tous nos instincts grégaires qui tiennent à recourir à nos ethnies, à nos tribus, mais que nous tenons compte de l'objectivité et des valeurs intrinsèques qui résistent à l'épreuve du temps. Mboka botanga yo, mboka ya kitoko epa yo ngana botama ekolo ya bwanya bande kotosangana pototombola Congo ekomana lokomo Congo nanga yayo Congo ya bosomyo Congo kaba botanga yo atankale o atandele kokunga tangwe kokitobo ngisao tangwe kokyo atankale o atandele kokunga nanga Congo nanga e Congo nanga yozali mwana Congo kende kelasio Omengo yoyo za kolukao eza na maboko nayo bande kotola mukao pototombola Congo pekende se liboso tutika kobo mana Professeur Roméonga, nous avons dit quand il y a fluctuation sur le marché, le pouvoir d'achat est entraîné et le peuple vit dans la misère. Alors, surtout chez nous, avec les fonctionnaires des différents ministères qui attendent peut-être ici et là une prime, un arrangement ou un droit, mais les finances, le budget dispose des fonds, les services de finances donnent des DTO, mais souvent on souffre chez nous avec les autres pays. Comment financièrement justifier qu'un autre pays puisse bloquer, faire annuler un DTO? Non, c'est parce que dans notre pays, comme je l'ai dit, il faut avoir des hommes d'État. Dans les hommes d'État, dans un État de droit, les institutions, on a besoin plus des institutions fortes que des hommes forts. Mais si déjà un individu, ministre des Finances soit-il, peut enfreindre la loi des finances, sans qu'il subisse la rigueur de la loi, donc c'est ça tous les problèmes. Parce que dans les programmes, dans les budgets, il y a, comme vous l'avez dit, dans la chaîne de dépenses, nous avons l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le décaissement. Mais dès lors qu'on a engagé, les ministres des Finances ordonnent, je crois que le trésor public doit libérer. Et moi, je pense que les dépenses sociales doivent être prioritaires. Parce qu'on est dirigeant pour qui? Le peuple. Pour le peuple. Or, pour qu'il y ait attractivité économique, il faut qu'il y ait consommation. Mais pour qu'il y ait consommation, il faut que les gens aient le pouvoir d'achat. Mais si vous privez le pouvoir d'achat, c'est en d'autres termes, vous privez le pays de son activité économique. Quand on vous paye, que vous allez dans les supermarchés, dans les marchés, mais si vous n'avez pas l'argent, quels que soient les besoins que vous pouvez exprimer, vous n'allez pas poser l'acte d'achat. Or, quand vous achetez, les producteurs, les industriels aussi produisent davantage. Mais quand ils ne produisent pas, quand ils ne vendent pas, quand il y a mes ventes, moralité, soit ils arrêtent, et soit ils peuvent fermer. Donc, la bonne manière pour impulser l'économie, il faut donner plus de moyens
moyens de paiement, améliorer le pouvoir d'achat de la population. Encore que dans notre pays, les seuls secteurs qui peut booster l'économie, c'est les fonctionnaires. Parce que nous en avons au moins 2 millions qui sont payés par l'argent de l'État. Mais si vous améliorez leur pouvoir d'achat, donc il y aura au moins 2 millions de personnes qui auront suffisamment de moyens pour consommer. Et quand ils consomment, vous ajoutez aussi ceux des secteurs privés, et ça sera l'attractivité et on ne pourra pas continuer à avoir des budgets chétifs de 1 milliard, de 16 milliards, mais qui en réalité, quand on fait la réduction des comptes, c'est autour de 10 milliards. Donc, moi je pense, nous devons être, s'il y a des petits pays comme l'Angola qui ont des budgets de 30-40 milliards, nous avec le potentiel important que nous avons, et si la pression fiscale est trop faible, et autour de 10%, et alors qu'on pouvait arriver même à 20 ou 25, pour améliorer significativement de manière à ce que les recettes publiques se graffitent autour. Aujourd'hui, nous n'avons que 69 milliards de richesses créées là, c'est-à-dire le PIB, alors que nous avons le potentiel qui nous permet d'avoir 220 ou 250 milliards de dollars là. Nous avons tout le potentiel minier, forestier, et tout énergétique, tout ça on a, mais c'est parce que la population elle-même, imaginez-vous, vous avez 100 millions de personnes, 100 millions de contribuables, mais les recettes publiques, quand on parle de recettes publiques, ce sont des recettes fiscales, mais les recettes fiscales, pourquoi ça n'augmente pas? C'est parce qu'il y a une sorte de terrorisme fiscal, c'est-à-dire trop d'impôts tue l'impôt. Il faut rabattre, il faut avoir un assouplissement fiscal pour que tous ceux-là qui se cachent dans l'informel reviennent dans le secteur formel, et puis la quantité de perception des recettes fiscales va augmenter et l'État pourra avoir des moyens de financement importants, parce que dans les budgets, et je vais citer par là, nous avons 3 sources de financement. D'abord, les financements, la source la plus saine et la plus significative, c'est la fiscalité, c'est les contributions de tous les Congolais, de toutes les entreprises qui participent. Ça, c'est la première source sûre. Deuxième source, c'est l'emprunt. Mais l'emprunt là implique aussi le paiement des intérêts. Et très souvent, je vous l'ai dit, j'ai été au Parlement pendant 6 ans et demi, pas comme député mais comme assistant parlementaire. La plupart de ce que nous attendons, les financements, les appuis budgétaires, pour la plupart des cas, les institutions de Bretton Woods ne libèrent que peut-être la moitié, et ça complique le calcul. Et dernière source de financement, c'est les financements monétaires, la planche à billets. La planche à billets qui, déplorons, ça conduit toujours aux tensions inflationnistes et ça perturbe le pouvoir d'achat. Donc nous avons la possibilité d'engager encore davantage les recettes publiques, mais les recettes publiques passent par l'augmentation de l'assiette fiscale, et l'assiette fiscale, pour l'augmenter, il faut rabattre, enlever toutes ces contributions inutiles qui viennent perturber l'activité économique. Aujourd'hui, au lieu que nous ayons l'attractivité économique, le climat des affaires, depuis qu'on nous a dit qu'allons à Rwanda pour... Mais ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que l'interne, nous sommes, comme je l'ai dit, au mieux, nous sommes dans un désert fiscal, au pire, dans l'affaire fiscale. Donc il faut changer de paradigme pour qu'il y ait réellement le fisc qui soit collecté et que tous les Congolais, toutes les personnes physiques et morales qui sont contribuables, contribuent réellement à la création des richesses par les paiements des fiscs, par le paiement des impôts, taxes et redevances. Mais tant que nous continuerons toujours à avoir une multiplicité de taxes et impôts, et ajouter à cela la corruption, vous vous rappelez, mon collègue Luzolo avait dit qu'il y avait collage de recettes évalué à 15 milliards. Et qu'est-ce qu'on a fait pour amener cet argent dans les trésors publics? Rien n'est fait. Donc les réformes, c'est bien, mais il faut arriver à bien appliquer ces réformes, appliquer les lois. Et nous n'en souffrons pas des lois. D'ailleurs, nous assistons à une inflation des lois. Mais ce dont nous souffrons, c'est le respect des lois et l'application des lois. Ceux qui sont censés respecter et faire appliquer la loi sont les premiers à violer, je dirais mieux, à violenter cette loi. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes contents d'avoir partagé avec vous vos nombreuses réflexions qui tiennent exactement de votre complexité, parce que professeur d'économie, professeur de finances et bientôt aussi spécialiste en droit, tout ça fait de vous un homme complet. Merci beaucoup, professeur Omeyonga. Pour finir,
Pour finir, en tout cas, le prof Omeonga, comme je l'ai dit, n'est pas un homme seul. Le prof Omeonga a tout un cabinet de 20 collaborateurs. Et ici, aujourd'hui, je me suis fait accompagner à cette émission par mon conseiller stratégique Bernard Moaï. Et à côté de lui, nous avons mon chargé de mission Marcel Olangui, conseiller politique Maître Prudent Tchomba, j'ai mon assistant principal Didier Mazo et mon conseiller en communication et médias Maurice Mouchid, qui est un de vos confrères. Et voilà, ils sont une vingtaine qui sont tout autour de moi, parce que j'ai toujours dit la qualité des leadership tient à la qualité des casting. Quand on est très bien entouré, pour être aux côtés de prof Omeonga, il faut être moralement intègre, intellectuellement élevé et puis politiquement aguerri. Voilà, ce sont des jeunes gens, parce que comme vous le savez, je suis l'apôtre des jeunes. Je viens mettre fin à l'échec transgénérationnel depuis les 60 à ce jour. Nous voulons créer une nouvelle génération consciente, consciencieuse, qui comprenne les enjeux et qui les fait. Et ça passe par la jeunesse. Parce que j'ai toujours dit, une jeunesse éduquée est la force d'aujourd'hui, mais est aussi la puissance de demain. Donc nous devons préparer la puissance de demain en formant la jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Omeonga. À la fois prochaine. Voilà tout, chers auditeurs, pour expliquer, nous exprimez-vous. Nous avons travaillé avec Didier Nzemba à la partie technique, à la production et présentation. C'est toujours Lanas Eton Pengui Kungu. Au revoir et à la fois prochaine.